Catherine Joly, militante à la section Jean-Baptiste Clément depuis 1999. Jean-Paul Guidoni, je suis militant à JBC 18e depuis 2005. Alexandre Glogowski, je suis permanent à la Fédération de Paris du Parti Socialiste. Daisy Stover. Luc Payon, j'ai 33 ans et je suis journaliste. Marine Baptiste, j'ai 30 ans, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis au PS. Xavier Pirouel, je suis preneur de son, j'ai 2 enfants. Sylvie de Nobili. Mathieu Cussot. Daniel Andréussy, je suis né en 46. Je m'appelle Julie Tartarin, j'ai 31 ans. Je me prénomme Didier. Je m'appelle Émilie, j'ai 25 ans. Didier Lillot, secrétaire de la section JBC depuis 10 ans maintenant. Franck Burbage, Alexandre Tortel, Jean-Paul Cassagnac. Je m'appelle Marie Montolieu. Yann Martinet. Je suis Pascal Nicole. Je m'appelle Corisande Jovet. Je m'appelle Philippe Sepenage, j'ai 60 ans, je suis médecin dans le 18e arrondissement. Est-ce que vous en voulez encore? Les raisons de la défaite, moi je verrais trois raisons finalement, 3 types de raisons. Première raison, pour aller vite, parce qu'elle a souvent été évoquée notamment par les opposants à Ségolène Royal, pour aller directement au but, c'est la personnalité de Ségolène Royal. Je pense que depuis 2002, on n'a pas fait la réflexion nécessaire sur les raisons de la défaite de 2002 déjà. Et puis je pense qu'on a arrêté de penser au sein du parti. Le 21 avril 2002, c'était pas un accident électoral. C'était pas non, les citoyens n'ont pas compris, c'était une erreur. On a perdu parce qu'il y a des causes profondes, notamment des raisons idéologiques au sein du Parti Socialiste. On rêve plus au PS. On a des postures de gauche. On a des postures de gauche, c'est bien, c'est insuffisant, c'est plus crédible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se dit socialiste, on est vu comme un parti qui protège les acquis sociaux. Je caricature et je simplifie, mais c'est un peu le ressenti des électeurs. Donc on est le parti de la protection de l'existant et non pas de la projection dans l'avenir. En tout cas, au début de sa campagne, elle n'avait certainement pas le charisme nécessaire, attendu. Je trouve qu'elle l'a gagné au fur et à mesure de l'avancée de la campagne. Elle tenait essentiellement un langage moral et psychologique, et qu'il me semblait que ce discours n'était pas de nature à convaincre, en tout cas, suffisamment de Français. Quand on a couru derrière la question de la sécurité, alors que pour une fois, justement, les médias ne l'avaient pas imposé dans la campagne, quand on est parti sur la question de la valeur travail, mais sans justement expliquer que la droite la violentait et la tournait à son profit, ça a été les véritables erreurs. Le Parti Socialiste n'a peut-être pas assez soutenu Ségolène, et que Ségolène, elle, de son côté, a voulu faire un petit peu cavalière seule. Si on pense à la défaite du Parti Socialiste plus que la défaite de la candidate, moi je pense que notre projet n'était pas performant. On sait très bien que les électeurs, et les Français en particulier, préfèrent l'original à la copie. Une des grandes qualités de Ségolène, c'est qu'elle a du punch, hein, mais parfois elle manque de précision sur un certain nombre de choses. Bon, elle a une assez forte tendance à dire « je », alors qu'il faudrait plutôt dire « nous ». Je pense qu'il y a eu beaucoup de freins au sein du PS, et que l'image que certains hauts dirigeants du Parti Socialiste ont donnée de Ségolène Royal en parlant de son incompétence, de la cuisine, de blablabla, faisant preuve à la base d'un machisme sans nom, ça n'a pas aidé et ça ne donne pas une bonne idée du Parti Socialiste que représentait quand même Ségolène Royal. Peut-être que le parti n'a pas su se mobiliser autant qu'il aurait pu ou dû. Et de l'autre côté, il y avait des signes à envoyer qui n'ont pas été envoyés de la part de la candidate en direction de tout ce qui est, de toute la diversité du parti,
pour dire vraiment je vous associe. D'un côté, on avait en face un candidat qui proposait un projet de société qui était très clair, qui était vraiment très clair et très identifiable par les gens. Et en face, nous, on n'a pas su leur dire quel monde on leur proposait. Face à nous, on avait par contre une machine de guerre inébranlable, extrêmement bien organisée, avec des moyens énormes, bien supérieurs aux nôtres, et qui s'était mis en ordre de bataille depuis plusieurs années. Quand dans le débat avec Sarkozy, Sarkozy lui dit moi je veux une France de propriétaires, elle ne monte pas au créneau en citant voilà, toute la tradition justement, non pas du collectivisme, mais de la mutualisation, de la socialisation. Elle ne fait pas valoir justement toute la dimension du collectif, de la propriété sociale. Donc là, bon, mais ça c'est des choses... Bon, quelle est effectivement ces difficultés-là, quelles sont ces relatives faiblesses, c'est des choses que tout le monde savait. Elle était fondamentalement en décalage par rapport à ce qu'une part de la gauche, que j'appellerais la gauche intellectuelle, admet par rapport aux valeurs, par rapport au discours. Et donc ce décalage-là, il s'est ressenti très clairement, et là, c'est là où je rejoins, et je suis en accord en partie avec l'analyse de DSK, y compris le soir du premier tour, c'est le fait que, clairement, on a une part de notre électorat qui est partie chez Bayrou, et c'est cette part-là qui nous a manqué au premier tour. Lui a pu se complaire, et plus que se complaire, propager un discours qui est absolument hallucinant et surréaliste, en se présentant comme l'unique représentant ou l'unique porte-parole de l'opposition. Je crois aussi qu'elle n'a pas beaucoup été aidée par les classiques du parti, ça j'en suis à peu près certaine. Il faut avouer que les éléphants n'étaient pas beaucoup derrière elle. Tant qu'ils ont pu lui faire des croche-pieds, ils l'ont fait. C'est que les mecs, je dis les mecs parce que c'est toujours principalement des mecs, ils ont rien voulu savoir de ce qui s'était passé le 21 avril. Arithmétiquement, il y a deux éléments démographiques qui ont fait perdre la gauche. Le premier, c'est les vieux. J'ai lu avec intérêt que les moins de 60 ans, moi je suis juste à la frontière, étaient majoritairement pour Ségolène, et les plus de 65 massivement pour Sarkozy. À mon avis, c'est un manque de préparation, de temps en fait, parce que Sarkozy il avait quand même 5 ans pour se préparer, pas mal de médias dans la poche. Ce qui est rigolo pour quelqu'un dont le slogan principal c'est la valeur travail, c'est les inactifs qui ont voté pour lui. L'autre élément rigolo et imprévisible, celui-là, c'est que les femmes ont voté Sarkozy, pas Ségolène Royal. En face de nous, il y avait un Nicolas Sarkozy qui incarne cette droite complètement décomplexée, qui a assumé tout ce qu'il a pu dire. Qui a flatté les plus bas instincts du peuple, entre guillemets, gagner de l'argent, la peur de l'autre, la peur de l'étranger. Qu'il reprenait à son compte les idées de Le Pen que malheureusement beaucoup de Français ont fait leur, en tout cas inconsciemment, partage. Sarkozy a réussi en France finalement à décomplexer la droite libérale. Travail entamé depuis 20-25 ans en Europe et dans le monde, et finalement à légitimer le libéralisme. Et là, le rôle de la gauche aurait été justement de démonter cette mythification du libéralisme depuis 20 ans, de démontrer au contraire que c'était par pur dogmatisme et par pure idéologie qu'on en était arrivé là. Il a mis en application ce que Pasqua avait à une époque préconisé sur les valeurs communes avec le Front National. Le résultat de tout cela a été que Nicolas Sarkozy s'est retrouvé avec 10 points de plus qu'on pouvait l'imaginer dans un premier temps, qui étaient effectivement les 10 points qu'il avait pris au Front National. Je me demande si la France était prête pour la gauche. Foncièrement, la France est de droite. Elle est de droite, hélas, et elle est de droite, mais en tout cas, Sarkozy l'a compris mieux que quiconque. Et Sarkozy a réussi ce pari invraisemblable de réunir toutes les droites. Pari que personne n'avait réussi avant lui, sinon De Gaulle. Autant la droite avait approfondi non seulement son projet, mais son axe idéologique autour de Sarkozy et sans doute de pas mal de textes qu'il a lus, de Gramsci au texte de la Nouvelle Droite. Autant le PS, lui, n'avait pas fait ce travail, voire même l'avait refusé. C'est-à-dire que moi, je me souviens, maintenant qu'on nous demande l'analyse
du scrutin de 2016. Je me souviens aussi qu'en 2002, on nous a refusé la possibilité de faire l'analyse du scrutin de 2002. Jospin est arrivé au pouvoir par un hasard de l'histoire et à aucun moment le Parti socialiste n'a préparé une succession crédible à Mitterrand déjà. Et Mitterrand, sans doute, ne l'a pas voulu aussi. Moi, je suis très dur de ce point de vue-là. J'ai l'impression que après Mitterrand, ça a été, après moi, le déluge. Le bilan de Jospin, après 5 ans à Matignon, de ce point de vue, était un élément très compliqué pour les socialistes, parce qu'on a eu le sentiment de bien faire, mais en même temps, la population n'a pas adhéré et ne nous a pas fait crédit à l'issue de ces 5 ans. La machine socialiste, qui d'habitude fonctionne quand même plutôt de manière huilée pendant les campagnes, cette fois-ci, elle était un peu enrayée. Le programme du PS n'est pas à jour. Je pense qu'on a eu une candidate qui instinctivement a senti les enjeux, mais n'a pas eu les moyens, ou ne se les ait pas donnés peut-être aussi, de les formaliser. Et je pense que là, on aura un travail à faire autour de ce corpus de refondation, autour des idées, un corpus idéologique si on veut, mais qui retravaille nos fondamentaux et qui les projette dans le XXIe siècle. Le discours sur la fiscalité, on ne l'a jamais tranché. Le discours sur la retraite, on ne l'a jamais tranché. Le discours sur le périmètre de l'État, on ne l'a jamais tranché. Ségolène Royal et son ascension fulgurante comme présidentiable évidente, puisqu'elle a eu quand même plus de 60% des voix au sein du parti, est le symptôme de cette perte de repères et de finalement la recherche d'un leadership à tout prix, compte tenu de la pression exercée par la candidature Sarkozy, et compte tenu aussi du fait que de toute façon, dans la Ve République, quand on n'a pas de candidat à la présidentielle, on est mort. Je persiste à penser que Ségolène Royal était la mieux placée, mais j'ai l'impression qu'on ne s'est pas donné les moyens de pousser cette candidate et cette candidature à son maximum. Voilà. Donc, écoutez, je déclare ouvert le siège de la campagne présidentielle, ouvert à tous ceux qui veulent venir, ouvert au peuple français pour qu'ils viennent ici. Mais ça veut dire aussi que c'est ouvert partout dans les départements et dans les régions et que c'est le coup d'envoi de l'accélération des débats participatifs sur tout le territoire. La parole est aujourd'hui aux Français et aux Françaises qu'ils viennent l'apprendre pour m'aider à bâtir et à construire ce projet présidentiel qui est d'abord fait pour vous, pour eux, pour les Français. C'est avec leur voix que je veux élever la France. Et c'est fort de cette parole que nous avancerons. Ce qui me dérange toujours dans l'action politique, c'est ça, c'est de ne pas réussir cette médiation avec le peuple. Ce qui était vachement bien dans ces débats, c'était le fait que les gens ont joué le jeu, qu'il n'y avait pas que des militants socialistes dans ces débats participatifs, ça c'était plutôt intéressant. Je pense que les débats participatifs ont été très très utiles, mais qu'ils ont un petit peu déconcerté, parce que c'était la première du genre, et ils ont déconcerté notamment pas mal les médias, j'ai eu l'impression. Ce qui fait qu'on a peut-être un peu essuyé les plâtres. C'était bien souvent une bataille contre l'inertie. Je trouve que c'était une excellente formule. Enfin, nous, ce qu'on a pu tester dans le 8e, il y avait un vrai répondant. Chez nous, on en a organisé 4. Il y avait entre 180 et 250 personnes à chaque fois. Honnêtement, pour avoir fait quand même 10 années de campagne électorale dans cet arrondissement, j'ai jamais vécu ça. Et donc c'était plutôt une chose très positive. Cette démarche qui, je pense, répond à un vrai besoin. Je pense que beaucoup de Français ont envie de s'exprimer. On a un petit peu, à la fois assez qu'on arrive avec des programmes clés en main, mais en plus n'y croient plus. Alors que quand ils participent à l'élaboration des programmes, ou quand ils ont l'impression que ce qu'ils disent est repris, je pense que ça a beaucoup plus de poids. Et j'espère que ces débats participatifs vont continuer. On s'est autorisé à inventer des formes nouvelles, et dès lors on s'est autorisé à revisiter aussi nos idées, nos valeurs, et ça je crois que c'était très enrichissant de pouvoir enfin se confronter à notre électorat, à des sympathisants, des gens qui gravitent autour de nous. Pareil, j'y croyais pas trop au départ et je trouve que le principe est bon. Disons qu'en interne, tout débat, quelle que soit la forme qu'il prend, est une bonne chose.
Je dis ça, c'est une allusion très directe au débat, par exemple sur le projet. Je trouve que c'est des débats en trompe-l'œil, des débats de façade, dans lesquels tout le monde récite une sorte de catéchisme en fonction de son appartenance à un clan ou d'une allégeance à telle ou telle personnalité. Donc sur ce plan-là, effectivement, les débats participatifs ont été quelque chose, je crois, d'utile et de positif, mais encore une fois, je pense pour le PS, et je ne suis pas certain qu'au niveau de l'opinion publique ou des citoyens, l'impact ait changé grand-chose. Avant d'être au Parti Socialiste, j'étais dans une association qui était très débat participatif. Tout le monde a la parole, il ne faut surtout pas organiser une assemblée générale, il ne faut surtout pas trop cadrer ce qui va être dit. Et au bout de 6 mois, j'en ai vu les limites. La candidate n'a pas attendu les remontées des débats participatifs pour se décider sur des projets de campagne. Donc je pense que dans le cadre de cette campagne, c'était un leurre. Ou un gadget, je vais être un peu plus méchant, dans la mesure où, comme on l'a vu dans les jours qui suivent, lorsque enfin Ségolène a présenté un programme ou un semblant de programme électoral, ces fameuses, je crois, 100 propositions, il n'est pratiquement rien ressorti. Enfin bon, c'est vrai qu'il y avait énormément de discussions, et là-dedans sans doute quelques propositions, quelques suggestions à prendre. Pratiquement c'est son staff et elle-même qui a rédigé le document qui a circulé. L'idée était bonne et qu'il faudra continuer sur ce chemin-là. Si je dois donner une réponse tranchée, je pense que globalement ça n'a pas été positif. Le timing était mauvais. Quand on commence les débats participatifs entre janvier, février et février, je pense que le tempo est pas mauvais. Je pense qu'on aurait pu, si on refait le calendrier, lancer ça bien en amont. Pour avoir suffisamment de temps pour que ces échanges produisent des choses qui remontent progressivement. Il s'en est ressorti beaucoup de choses positives, mais encore une fois, on n'a pas eu le temps de les digérer, ils sont arrivés bien trop tard. On aurait dû faire ces débats participatifs au moment du débat sur le projet. On aurait dû adopter à ce moment-là un projet enrichi, partagé avec toute la gauche, tous les sympathisants, etc. Et puis, à partir de là, désigner un candidat ou une candidate et aller défendre tous ensemble ce projet. Ça a correspondu à un creux et ça a correspondu à deux choses. Son affaissement dans les sondages à l'époque, au début de l'année, et deuxièmement, un début d'effet de saturation du public. Beaucoup de Français ont envie de s'exprimer, on a un petit peu à la fois assez qu'on arrive avec des programmes clés en main, mais en plus n'y croit plus. C'était plutôt une façon de légitimer un programme en faisant croire qu'il avait été fait par les Français qui ont participé au débat participatif, plutôt que de véritablement s'inspirer des remontées de ces débats pour faire un programme. J'aimerais bien que la démocratie ce soit dans ce sens-là, vraiment du bas vers le haut, et pas seulement d'en haut, essayer de légitimer quelque chose qui est déjà décidé de toute façon. Ceci dit, la démarche participative, pour moi, c'est pas non plus, comment dire, Ségolène se l'a approprié, et très bien, je trouve ça très bien, mais c'est pas non plus le poulet de l'année. Ça a été pris comme reflétant un manque d'idées, et donc il faudrait aller chercher les idées des électeurs parce qu'on n'en avait pas et qu'on n'avait pas de programme. Bon, ça c'est évidemment tout à fait à côté de la plaque et j'y crois pas 2 minutes. Le fait est qu'on a entendu dans ces réunions-là des gens qu'on n'avait jamais entendu parler, qui ont dit des choses. Je pense par exemple au débat qu'il y a eu sur la justice. On a quand même entendu des prisonniers raconter leurs expériences, s'adresser aux magistrats qui étaient là. Le but d'un parti politique, c'est pas d'écouter les gens pendant 4 mois. Sur un temps plus long et moins dans l'urgence et plus au niveau local, les débats participatifs seraient vraiment utiles. On doit écouter les gens tout le temps. Moi je pense que Ségolène Royal a eu 100% raison d'initier le mouvement. Cette possibilité d'avoir la parole, quand même, n'arrive pas tous les jours. Et ça a permis de mettre un petit coup de pied dans des idées reçues. Ça, c'était un exercice formidable, mais qui a été forcément réduit en janvier à une sorte d'expérimentation qui aurait dû, en réalité, si on avait été beaucoup plus préparé à l'amont, un exercice en vraie grandeur. Ça a été, me semble-t-il, un des points forts de cette campagne et quelque chose qui devra, sous une forme ou sous une autre, peut-être pas exactement sous la même forme, mais être repris dans les séquences à venir. Chers camarades,
Gardez vos forces. Nous ne sommes qu'au début d'une belle aventure qui se conclura le 6 mai avec la victoire de Ségolène Royal à la présidence de la République. Avec moi, plus jamais la politique ne se fera sans vous. Cette parole que vous avez prise, je vous demande de la garder. À ceux qui ne l'ont pas prise, je vous demande de la prendre au plus vite. J'ai besoin de vous, de vos intelligences, de vos exigences, de vos générosités pour construire une France qui se ressemble et qui se rassemble. C'est forte de cette phase d'écoute et soucieuse de respecter votre effort pour prendre la parole que je me sens aujourd'hui en mesure de vous proposer plus qu'un programme, un pacte d'honneur, un contrat présidentiel que je propose à tous et à toutes, les plus vulnérables comme les plus forts, ceux qui sont nos partisans depuis toujours et ceux qui ne le sont pas. Avec moi, plus jamais la politique ne se fera sans vous. Alors, l'avenir de Ségolène Royal, alors bon. Je ne sais pas. Pas très optimiste. Moi, je veux dire, je m'en fous. Bah, l'avenir nous le dira. C'est son problème. Je ne le vois pas. Très franchement, je m'en contrefiche. Et les avenirs politiques, ils sont en fonction des circonstances. L'avenir d'une personne, même si elle a été candidate des socialistes, c'est pas ça la première question qu'il faut se poser. Malgré toutes les réserves que j'ai envers elle, j'espère que Ségolène Royal a un avenir au Parti socialiste. Il est évidemment intimement lié à celui du PS. Aujourd'hui, je pense que la question est un peu biaisée puisque on serait malvenu de remettre en cause aujourd'hui sa place au sein du parti à partir du moment où c'était notre candidate il y a à peine 2 mois. Donc je pense que c'est pas la question qu'on doit se poser maintenant. Je trouve que la façon dont tout le monde lui est tombé dessus après l'élection est un petit peu indécente. En tout cas, moi je le perçois comme ça. Et je trouve ça d'autant plus indécent que, d'abord, elle n'a pas fait de putsch, contrairement à ce que j'ai vu, lu, entendu. Moi, j'ai pas vu de putsch sur le parti aujourd'hui. C'est une teuse. C'est une teuse. Je pense que les éléphants sont loin d'en être débarrassés. Je ne vois pas pour l'instant, dans les cadres dirigeants du Parti socialiste, des réorientations qui sont riches de renouvellement. J'ai plutôt l'impression d'un parti qui est coupé entre, pour dire vite, la base et le sommet. Contrairement à ce que rêvent les éléphants jeunes et les éléphants vieux d'ailleurs, on ne rayera pas d'un trait de plume l'accord qu'elle a eu avec une bonne partie du peuple de gauche. Ça serait mieux qu'elle s'investisse au sein du parti et que, en gros, peut-être qu'elle en prenne le leadership et pourquoi pas qu'elle soit candidate en 2012. Enfin, je pense que les échéances ne sont pas pressées, on a quand même pas mal de temps pour le faire. Après, je serais plus gênée si, par peur des règles du parti, elle le contourne, ce que je ne souhaite pas. J'ai envie de dire que pour moi, elle est un des leaders naturels de la gauche. Elle ne peut pas être mise de côté comme ça. Et dans le même temps, c'est vrai que là où on a un vrai problème pour le PS et pour la gauche, c'est le fait qu'elle suscite une adhésion très forte. Et je pense par exemple qu'aujourd'hui, si elle a un vote des militants, je suis quasiment sûr que si elle ne passerait pas au premier tour, elle passera au deuxième. Mais en tout cas, elle raflerait la mise. Il n'empêche que moi qui la soutiens, et peut-être qu'il la soutiendra encore, j'en sais rien. Je ne sais pas encore ce que je ferai l'année prochaine. Parce que justement, j'attends de voir quel geste elle va faire. Parce que pour moi, le problème majeur de Ségolène Royal, et ça a été le problème aussi dans cette campagne, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est son incapacité à tendre la main à ceux qui sont ses adversaires internes.
Moi, ma question aujourd'hui essentielle, au jour d'aujourd'hui, est-ce que le militantisme à gauche et au Parti socialiste a encore un avenir? Et comment le refonder? Ça pour moi, c'est une préoccupation. Après, les personnes, Ségolène Royal, je crois, n'a pas démérité, pas plus que les autres. Je vais être très clairement dans le constat, si on doit le faire. Là, par exemple, je le dis clairement, moi, sans aucun état d'âme, DSK est arrivé deuxième, elle aurait dû faire un geste vis-à-vis de DSK, mais pas en déjeunant avec lui 3 jours du second tour, en déjeunant avec lui 3 jours après la primaire. J'ai envie de dire que la question de la personne, même si Ségolène incarne, en plus de sa personne, une certaine conception du socialisme, j'ai envie de dire que la question de la personne est presque secondaire, tant on doit reconstruire notre corpus idéologique, tant on doit remettre en perspective la question de la gauche au pouvoir et la question de la maîtrise du libéralisme et comment on encadre aujourd'hui l'économie de marché. Il ne faut pas qu'on limite le débat à l'avenir de Ségolène Royal ou pas. Moi je pense que Ségolène Royal doit prendre toute sa part dans le débat, apporter des contributions sur le fond, mais surtout en tout cas en tant que jeune militant socialiste, vraiment je ne voudrais pas que le débat post-présidentiel se limite à un débat d'ego. Je ne peux pas adhérer ni à ses idées ni à sa façon de mener une campagne, et donc je veux la voir présente sans qu'elle soit omniprésente. La question, ça n'est pas l'avenir de Ségolène, pas plus que l'avenir de nos éléphants ou de nos mammouths ou du secrétaire général actuel, c'est quel avenir pour le PS dans le cadre qui se décide, c'est-à-dire la France de Nicolas Sarkozy, avec tous les problèmes qui vont se multiplier, les difficultés qu'on pressent et qui vont bien évidemment là aussi se multiplier et s'aggraver. Nous-mêmes, on doit se désintoxiquer du libéralisme qui contamine l'opinion publique depuis 20 ans, avant de savoir éventuellement qui sera porteur de ces valeurs et de l'avenir du socialisme en France, mais de toute façon en Europe. Vraiment, il faudra travailler sur le programme avant de la propulser à nouveau candidate pour une élection. Maintenant, je crois qu'il faut arriver à se tourner vers l'avenir et reconstruire un programme en partant sans doute, je pense, du regard et de l'action militante et de l'action citoyenne. Je crois que les pistes, elles sont là et qu'on ne pourra pas rénover le Parti socialiste si on occulte et si on considère que la rénovation du Parti socialiste, c'est un travail uniquement en interne et juste pour créer un parti qui permette la conquête du pouvoir. Je crois qu'il faut qu'elle-même se remette en question. Je considère qu'elle a été habile, talentueuse et dans une certaine mesure efficace, une mesure insuffisante mais efficace pour mener la campagne présidentielle. Pour l'instant, je ne perçois pas vers où elle veut aller. Je ne sais pas comment elle veut, je ne sais pas vers quoi elle veut aller exactement. Et surtout, je ne sais pas avec qui elle veut y aller. Il faut qu'elle apprenne à travailler avec les autres. Voilà. Je pense qu'on peut être un jeune apparatchik très con dans le Parti socialiste comme ailleurs, et on peut être un dirigeant éclairé et suffisamment éclairé pour pousser à la rénovation et puis pour la faire en acte. Je voudrais dire tout de suite qu'il y a une chose qu'il faut qu'on casse par rapport à la période précédente, c'est la logique des écuries présidentielles. Si on se remet tout de suite maintenant à miser à nouveau sur une personne, quelle qu'elle soit, en se disant c'est celle ou celui pour lequel je vais forcément voter dans 5 ans parce que c'est de toute façon le meilleur ou la meilleure, ça ne marche pas. J'ai rien contre la rivalité ou contre la compétition, mais il me semble que là, elle ne recoupe pas des enjeux idéologiques qui sont suffisamment précis. Hein, et c'est comme si on mettait un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'il y aurait besoin d'un état des lieux au niveau des idées, au niveau des programmes, ce n'est pas d'ailleurs exactement la même chose. Et puis sur cette base-là, hein, il y aurait besoin, on pourrait effectivement se poser la question de savoir qui et comment est susceptible de représenter le mieux, de porter le mieux un certain nombre à la fois d'espoirs et un certain nombre de propositions. Il faut aussi qu'on se prépare beaucoup mieux, beaucoup plus en amont, et surtout qu'on fasse un gros travail de fond
pour rénover le Parti socialiste, j'allais dire rénover, mais aussi innover. On en est au stade où il faut inventer des nouvelles formes, des nouvelles pratiques, et puis aussi pas hésiter à revisiter pas mal de nos valeurs et de nos idées. Non pas qu'elles ne soient plus bonnes ou qu'elles soient à jeter, au contraire, je pense qu'il faut replonger dans nos fondamentaux, regarder ce qu'il faut absolument garder, voir aussi ce qu'il faut faire évoluer éventuellement, et puis surtout garder dans la méthode l'idée de rester bien j'allais dire en relation, en discussion, en dialogue avec tout notre électorat. C'est les militants qui décideront, donc je pense que ça sera beaucoup lié à sa capacité à créer une dynamique autour d'elle au sein du parti. Enfin, il y a plein de gens qui la suivent, qui sont d'accord avec sa nouvelle façon de penser la nation, la redistribution, les droits et les devoirs, tout ça, c'est vrai que c'est nouveau dans la pensée socialiste. Je refuse par contre qu'on l'élimine comme ça parce que c'est commode pour les petits copains, quoi. D'autant que les petits copains, ils n'ont pas fait mieux et ils n'auraient pas fait mieux. Elle m'a séduite, non pas quand je l'ai vue à la télé ou quoi que ce soit, elle m'a séduite quand je suis allée la voir dans une petite salle à Paris, en train de parler aux gens. Il y a une force extraordinaire qui se dégage d'elle, c'est un rock. Et moi, elle m'a donné envie. Elle m'a donné envie parce qu'elle a un langage différent, peut-être parce que c'est une femme. C'est aujourd'hui un combat qui nous entraîne, qui nous soulève, et ce combat-là, parce que j'en connais les enjeux, je veux le gagner avec vous et je le gagnerai. Beaucoup de personnes la prennent pour quelqu'un plutôt... Elle est droite du PS, moi je crois pas. Je crois qu'elle est profondément révolutionnaire. Étant donné ce qu'elle a fédéré autour d'elle, je vous assure, à tous les meetings, on s'attendait à 2000 personnes, il y en avait 4000, 5000, il y en avait 6000, 10 000, il y en avait 12 000, 20 000, il y en avait 30 000. C'est un ordre juste au service d'une France qui se bat et qui se relève. C'est un ordre mondial juste. Et Charletti, c'était l'apothéose. J'ai connu mai 68, des grands mouvements comme ça. Mais Charletti, c'était l'apothéose. Il y avait, d'abord c'était le 1er mai, symbolique, il y avait un fol espoir. J'étais sûr qu'elle allait gagner, Redonner la force d'accomplir avec vous ce que nous avons à construire demain pour le bien de la France. L'avenir du PS, ça me semble être soit une recomposition courageuse, soit la mort. Il y a beaucoup de gens qui me disent tu as adhéré à un parti moribond. Un parti politique, c'est pas destiné à durer éternellement. Je pense pas que le Parti socialiste puisse mourir. La SFIO est morte, le Parti socialiste s'est recomposé en 71 à Épinay, mais il était sur une base qui était celle de l'Union de la gauche, du programme commun, ou dernière version de la gauche plurielle. Bon, je pense que là, il y a un cycle historique qui est derrière nous. L'avenir est-il rose? L'avenir du Parti socialiste, il peut être rose, mais rose avec plein de... comme une rose, quoi, avec plein de nuances. Moi, je le vois très très sombre, malheureusement. Son avenir, il est, je pense, dans la constitution d'un pôle central à gauche, sachant qu'il devra donner une sorte de débouché politique à la radicalité politique qui existe à sa gauche et qui n'est pas structurée dans un parti aujourd'hui.
Je pense au mouvement altermondialiste, etc. etc. En gros, l'absence de structuration de ces mouvements qui existent malgré tout, je mets à part la Ligue et puis Yellow, puisque le PC n'existe plus, l'absence de structuration de ces mouvances, à mon avis, pose un problème de fond au Parti socialiste, c'est qu'on ne peut plus parier sur des alliances électorales, mais il faut qu'on séduise dès le premier tour, entre guillemets, cet électorat. Et donc, ça veut dire qu'il faut, tout en restant un parti de gouvernement, je dirais, tirer les leçons de l'existence de ces mouvements politiques et leur donner une sorte de débouché, entre guillemets, au sein du parti. On voit bien au niveau des alliances possibles, on le voit au niveau aussi des orientations programmatiques, où on est en quelque sorte complètement divisé entre des discours qui sont des discours d'accommodement avec le monde comme il va, ou des discours qui sont des discours encore de rupture, d'alternative, des discours qui sont empruntés à une rhétorique révolutionnaire. Donc de ce point de vue-là, si on subsiste, enfin si on continue à fonctionner dans cette dissociation-là, sans véritable prise sur l'état de la société ou sur l'état du monde, je crois on va aller dans le mur. La droite d'aujourd'hui, elle est en phase avec son temps, générationnellement, sociologiquement, culturellement. Et nous, on en est encore scotchés aux années 70 et 80, avec quand on cite Jack Lang, Laurent Fabius, Henri Emmanuelli, Louis Mermaz, Pierre Mauroy, quand on voit que ces gens-là sont acteurs, ces gens-là, c'est ceux qui faisaient vivre le PS, mais même avant 81. Je pense que les forces vives qui sont arrivées il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 2 mois, il y a 2 semaines, sont là pour porter ce parti et pour le faire bouger, pour apporter des idées neuves, pour débattre. Ces gens-là ont fait leur temps, point. Les militants doivent jouer un rôle de plus en plus important, qu'il n'y ait pas une trop grande coupure entre la base et le Cénacle, l'Olympe. C'est pas une question d'âge, c'est une question de... Ces gens-là ont servi le PS, ils ont même parfois servi la France avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de grandeur. J'ai beaucoup de respect pour tous ces camarades, c'est des grands bonhommes. Mais maintenant, stop. On entend beaucoup de déclarations de bonnes intentions en ce moment, beaucoup de personnes à tous les niveaux, au niveau national, au niveau des sections, qui disent qu'il faut refonder le PS, que nous sommes prêts à tirer les leçons, à repartir sur de nouvelles bases avec un renouvellement des générations. Le PS a raté un certain nombre de tournants de ces 20 dernières années, que ce soit la question de la féminisation, que ce soit la question de la diversité. C'est quand même incroyable que ce soit la droite qui aujourd'hui réussissent à se poser en progressiste sur cette question. Quand on a une Rachida Dati, une Ramayadeh et un Laurent Wauquiez en face, eh ben, on met des gens qui correspondent et qui sont le renouveau. Le Parti socialiste n'aura de sens que s'il propose un véritable projet alternatif, en gros à la mondialisation libérale, je simplifie, dans les prochaines années. On est dans un moment qui est un moment historique de décomposition extrêmement fort. C'est difficile à vivre pour une génération comme la mienne. Voilà, qui a quand même, voilà, qui est arrivé, je dirais, dans la fin du communisme, qui a vu au fond s'effondrer complètement la perspective de rompre avec le capitalisme. Ça fait maintenant 20 ans, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on est aux prises avec une situation qui devrait conduire à réinventer une posture critique. Bon, c'est normal que ça prenne du temps, c'est normal qu'on patauge, mais je dirais que là, on a bien pataugé, quoi. Donc ça implique une rénovation en profondeur avec une assise électorale plus large. Et par ailleurs, dans cette assise électorale plus large, sur le fond, il y a l'assise électorale en termes de classe sociale. Et là, il y a 2 phénomènes qu'il faut, qu'il faut traiter, entre guillemets. C'est le vieillissement de la population, d'une part, donc la croissance des non-actifs dans l'électorat, et donc offrir aussi un sens à ces catégories de population dans notre projet politique.
Et puis il y a la question des classes populaires qui, à mon avis, n'est pas réglée. Il faut quand même songer qu'aujourd'hui, on a un Tony Blair qui vient de dire « je quitte le pouvoir », alors que rien ne l'obligeait. Il a l'âge qu'a Sarkozy, et ça fait 10 ans qu'il gouverne. Alors quand est-ce qu'on va... pendant combien de temps on va continuer à considérer que les acteurs du PS, ce sont les ministres de 1981 ? Il faut arrêter d'avoir des gens qui font carrière. C'est pas le but d'un socialiste de faire carrière. C'est très rigolo ce qui se passe en ce moment. L'agitation, le mouvement brownien, comme on dit, des petites particules de graisse dans le beurre quand on le regarde au microscope, de notre président, me semble agitatoire et pas porteur de vraie rénovation. D'ailleurs, si on regarde ce qu'il a fait depuis son élection et ce qu'avait fait Mitterrand en 81, dans la même période, il n'y a pas photo. Il a finalement peu bougé de choses, il a surtout gigoté. D'un côté, il y a un courant de la droite qu'on connaît, il est néolibéral aujourd'hui, et en même temps il est autoritariste, on l'a connu. Je crois qu'il n'est pas très novateur, il suffit de voir électoralement les gens qu'il a séduits, et puis on s'aperçoit que finalement c'est une vieille rengaine rematinée de jeunisme à la Sarkozy. Moi je suis assez content qu'il nous ait pris Bockel et Kouchner, c'est un assez bon débarras. Et de l'autre côté, il y a une sorte de corpus révolutionnaire. On n'a pas renoncé à la révolution, on ne l'a fait jamais, à part sur les plateaux de télé, mais on n'a pas renoncé à la révolution. Et entre ces deux axes, je dirais que moi, je pense qu'il y a une place pour une gauche à la fois de combat, d'innovation et d'intelligence, je crois, et d'humanité. Je suis persuadé, mais alors persuadé, que... j'allais dire les conflits de classe, hein, l'opposition entre les classes populaires et les nantis, entre ceux qui bossent et ceux qui vivent de leur rente, vont se renforcer dans les 5 ans qui viennent, et que le job du PS, c'est d'incarner ça. Le slogan « travailler plus pour gagner plus », c'est chacun pour soi, et puis Dieu contre ses petits, ou je sais pas qui. C'est pas une vision que je partage. Je crois qu'il y a encore une place pour le collectif, mais encore faut-il aussi qu'on soit prêt aussi à travailler ce collectif aussi en interne dans le Parti socialiste. Je pense que là aussi c'est un des enjeux. Est-ce qu'on est encore capable de travailler collectivement ? Le PS ne peut pas simplement être un parti de notables égalitaristes. Il doit également être un parti qui porte les luttes militantes. Je pense que ces luttes vont être nombreuses, croissantes, et dans les 5 ans qui viennent, ça ne va pas manquer. Et s'il n'y a pas une évolution du PS, s'il ne retrouve pas son objectif premier, en tout cas c'est celui qui m'a toujours intéressé, c'est la raison pour laquelle en 2002 j'ai adhéré, à savoir de transformation sociale, je crois qu'il n'y a pas photo. On ne va pas parler de scission ou de séparation, il y aura un autre parti social-démocrate, un autre parti socialiste, un autre parti social-démocrate qui verra le jour en France, d'autres qui verront le jour en Europe, et qui, eux, seront beaucoup plus en phase par rapport et aux attentes de la société et aux luttes qu'il faudra de toute façon mener. Je dirais il y a 2 exemples en ce moment en Europe qui doivent nous impressionner. Le premier, c'est l'exemple allemand. On dit toujours il faut que le PS fasse son Bad Godesberg. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un machin où le SPD en Allemagne a choisi de dire on devient des bons gestionnaires au lieu d'être des militants de rupture par rapport à la société. Ce qui vient de se passer en Allemagne, c'est que le SPD, à force d'aller à droite, s'est cassé en deux, qu'aux dernières élections, le Linkspartei, c'est-à-dire grosso modo la gauche du Parti socialiste, plus le SPD officiel, plus les Verts, étaient majoritaires, qu'ils n'ont pas voulu faire alliance ensemble, et que c'est Madame Merkel, chrétienne démocrate, qui gouverne l'Allemagne. Tout le monde a même oublié qu'il existe une coalition avec le SPD. Ça, c'est le mauvais exemple à ne pas suivre, c'est-à-dire une course au centre qui casse la gauche. Il faut qu'on ait une capacité à dialoguer, à s'ouvrir, à échanger. Peut-être aussi faut-il, je le disais avec les écuries, mais peut-être aussi faut-il sortir aussi des logiques, je dirais, trop clivées, trop comme ça, organisées en clans. Et puis il y a en face un exemple, c'est rigolo, c'est un exemple italien, c'est drôle qu'on prenne notre exemple en Italie, c'est que de façon très intelligente, l'ancien parti communiste italien et puis la gauche modérée
y compris une bonne partie de l'ancienne démocratie chrétienne, viennent de former un parti unique du mouvement. Et je pense que c'est l'exemple italien qu'on doit suivre. Il faut être capable de faire ça, c'est-à-dire de joindre, de recréer une grande mouvance de gauche, avec, on aura sur notre gauche une petite frange extrémiste ne voulant pas participer au gouvernement, mais qui votera à la fin du compte pour cette nouvelle gauche. Et il faut que cette nouvelle gauche, elle soit à la fois qu'elle réinvente sa façon de réfléchir, sa façon de discuter, et puis qu'elle soit attractive et qu'elle se prépare non pas à refaire 2002, mais à gagner 2012. C'était une mauvaise chose d'ailleurs. Chercher toujours le compromis et la synthèse. Il faut arriver à établir de manière suffisamment responsable les désaccords, les dissensus entre nous pour arriver à faire un projet qui nous rassemble. Mais le rassemblement, ça n'est pas forcément la synthèse. C'est pas difficile, c'est pas facile à expliquer comme ça. Mais en même temps, je pense que si on est sur cette ouverture d'esprit-là, dans les années qui viennent, on a toutes les chances de rassembler des gens derrière nous et de la confrontation de points de vue qui seront parfois un peu divergents, de trouver des lignes directrices qui seront beaucoup plus fortes que ce qu'on a aujourd'hui, parce que les lignes aujourd'hui, à mon avis, on les a un petit peu perdues, ou en tout cas, elles sont rangées dans des cases qui font que ça n'échange pas entre les différents clans, les différents courants, etc. Et ça ne parvient pas à créer la dynamique suffisante pour qu'on retrouve, je dirais, l'esprit de la victoire. Et je pense que tant qu'il y aura de l'espoir, de l'espérance, des envies de voir le monde autrement aussi, et là il faut qu'on travaille aussi, je crois qu'il y a une place pour le Parti socialiste. Il y a une chose qui est certaine. Si une fois de plus, nous ne disons pas qu'il faut choisir une ligne politique, clarifier des choix qui ne l'ont pas été, et quand ils auront été clarifiés, s'il y a une majorité et une minorité, la minorité devra aimer plus notre collectif que ce qu'elle est en tant que minorité. Clarifier. Mais si le choix du leader ou de la leader n'est pas une conséquence du choix politique, je vous assure que nous nous casserons la gueule. Ou alors devenons un parti de clients, de supporters, de fans. Je vous jure que le choix du leader, et peu importe qui ça sera, il faut que ce soit la conséquence du débat politique, de l'adoption d'une ligne politique et de la clarification politique. Voilà ce que j'ai envie de dire ce soir, et qu'on ne croit pas les intentions qu'on me prête, mais c'est vrai qu'en privilégiant l'unité, le rassemblement, une certaine manière de faire de la politique, je crois qu'effectivement, il faut aussi que je m'en mêle un peu. Et je vais m'en mêler. Le Parti socialiste, je crois qu'il a un rôle très important à jouer dans l'avenir à partir du moment où il saura défendre les idées de base. J'espère qu'on évoluera vers quelque chose qui fasse rêver, qui fasse qu'on ne soit pas qu'une force de contestation, qu'on soit une force de proposition, mais de vraies propositions. Pas forcément des propositions de posture. Être de gauche, ça a une vraie signification.